Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur Dabarou TV, bienvenue sur Bénin Dabarou Tour. Nous sommes dans la capitale économique du Bénin, nous sommes à Cotonou, comme vous pouvez le comprendre. Nous sommes avec l'autorité départementale et avec elle, nous allons parler de la thématique de cette édition du plus grand tour médiatique du Bénin. Nous allons également parler d'autres sujets tels que les actions du gouvernement dans le département. Nous allons également parler de la réforme du secteur de la décentralisation. Eh bien, bienvenue sur Bénin Dabarou Tour, Monsieur le Préfet. Merci de nous recevoir. C'est moi qui suis honoré d'être invité dans votre prestigieuse émission. Et le département aussi s'honore de la projection que vous faites et de la lumière que vous mettez dans ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Qu'est-ce que ça fait d'être préfet d'un département qui aujourd'hui attire autant de monde, qui brille aux yeux du monde entier? C'est un motif de fierté, un motif d'honneur, un motif, je dirais, de grande reconnaissance au président de la République, à la République, de nous hisser à la tête de ce département de toutes les espérances. Ce que nous faisons tous les jours, c'est de poser des actes concrets, productifs, pour mériter et continuer de mériter cette confiance et donc de donner le meilleur de nous-mêmes pour la satisfaction des populations, de nos compatriotes et pour la mise en œuvre efficiente, je dirais plutôt du suivi de la mise en œuvre efficiente du programme d'action du gouvernement. Jusque-là, tout va bien. D'accord. Merci. Jusque-là, tout va bien. Et lorsque, j'imagine, lorsque vous êtes appelé à diriger un département comme le vôtre, qui est au cœur de l'action du gouvernement, avec beaucoup de travaux, avec beaucoup de réformes, on a du pain sur la planche. Dites-nous, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés, les défis liés à la modernisation de la ville de Cotonou qui est en cours, les défis liés à la nouvelle dynamique que le gouvernement donne à la ville de Cotonou? Je ne peux pas véritablement parler de défis particuliers, puisque je suis moulé. J'ai été à l'école du président Patrice Talon, j'ai travaillé très près de lui, je connais sa vitesse et ses accélérations, donc j'ai quelques rudiments de la dynamique qu'il conduit, et donc c'est sans grande difficulté que j'ai pu, de ma modeste position, mettre en musique cette dynamique qu'il a insufflée à la tête du pays depuis un peu plus de 8 ans. Les véritables défis résultent de l'incivisme de nos populations, de leur difficulté à comprendre les mutations, la révolution qui s'opère, la modernisation à grande vitesse selon eux. Et donc, entre l'action et la pédagogie, il y a quelquefois un petit décalage qui nous empêche d'avancer au rythme que nous aurions souhaité avancer. À côté de cela, il y a l'environnement, je dirais, politique qui n'est pas toujours favorable ou qui ne facilite pas la tâche, parce que pour mettre en œuvre des choses nouvelles, des choses modernes, des choses qui font évoluer, on essuie très rapidement la critique de politiciens qui sont dans d'autres calculs et qui trouvent toujours les moyens de ralentir la cadence. Mais nous avons réussi à surmonter tout cela. La preuve, c'est que le programme d'action du gouvernement, même s'il n'est pas encore à 100% déroulé, a quand même laissé d'importants impacts positifs sur la vie des populations qui le reconnaissent fort heureusement. Je dirais que je m'attendais à la lourdeur de cette tâche, je m'y suis préparé et je dirais, Inch'Allah, je ne pense pas avoir déçu le chef de l'État. Monsieur le Préfet, nous allons abonder dans ce même sens en parlant des actions. Vous allez nous, même si on ne pourra pas tout aborder dans cette émission, nous dire quelques grandes actions qui ont été entreprises dans votre ville-département depuis bientôt 9 ans. Sans énumérer de manière exhaustive ou sans faire un catalogue, je voudrais humblement rappeler l'important programme d'asphaltage qui se poursuit et qui a transfiguré le paysage, la ville de Cotonou, la ville-département de Cotonou. Ce programme s'est poursuivi et tous les quartiers les plus sinistrés aujourd'hui connaissent cet asphaltage.
Nous sommes rentrés dans la phase 2, ça se poursuit. Il y a d'autres rues, d'autres voies d'accès qui continuent de bénéficier de ce programme. La construction et la mise en service des marchés modernes. Le département du littoral a été gratifié de 9 marchés que nous avons entièrement inaugurés et mis en service l'année dernière. Les travaux de réfection, de rénovation du stade Général Mathieu Kérékou et des marchés, des boutiques qui le ceinturent, ce qui va être opérationnel bientôt. Le travail, je vais dire, de nettoyage des abords du marché d'Antopa qui va être déménagé pour laisser place à une infrastructure plus moderne et plus urbaine. La poursuite du chantier de création du quartier culturel et artistique de Cotonou, dont les premiers pas sont en train, les premières pierres sont en train d'être posées. L'important et impactant programme d'assainissement pluvial de Cotonou, qui est un projet phare, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, et dont le coût d'environ 300 milliards de francs CFA sortira bientôt Cotonou des risques d'inondation et d'aléas climatiques. Bref, le travail se poursuit. Le travail d'assainissement urbain à travers le concours précieux apporté par la SGDS, ce qui vaut à Cotonou d'être classé parmi les villes les plus propres d'Afrique, pourquoi pas du monde. En tout cas, quand vous vous promenez, vous voyez que les nombreux travaux, les places qui ont été érigées, l'esplanade de l'Amazone, c'est pas cette année, le monument aux dévoués, la statue Birguera, le travail considérable qui a été fait pour embellir l'avenue de la Marina et tout ce qu'il y a autour. Je me réjouis de l'inauguration du Sofitel Bénin l'année dernière, un hôtel 5 étoiles à nul autre pareil dans les capitales du Bénin. Bref, on ne peut qu'être ébloui, émerveillé, heureux de voir cette transformation et son usage, puisque l'esplanade de l'Amazone, tout au moins, abrite un festival important, Willoveya, qui a eu sa dernière édition il y a quelques semaines seulement. Et vous avez vu le taux de fréquentation et le nombre de gens qui ont effectué le déplacement de partout dans le monde pour venir assister à ce festival et qui prouve que Cotonou a eu raison de se parer de ces beaux atouts et ce travail se poursuit pour le bonheur des Béninois et le développement de notre économie, puisque quand tout ce monde arrive, on dépense à Cotonou, on trouve que Cotonou est propre, on revient pour les Vaudoundés, puisqu'on a vu Cotonou, on sait qu'il y a de belles infrastructures, donc nous ne pouvons que nous en réjouir et témoigner constamment notre reconnaissance à la mise en œuvre de ce programme ambitieux du gouvernement, conduit de main de maître par le président de la République et son gouvernement. Aucun des ministres n'a démérité et je pense que nous qui sommes à leur côté, nous faisons tout pour mériter la confiance qu'ils nous font et les encourager dans le travail qui est fait pour le développement de notre pays. Monsieur le préfet, nous allons parler de la thématique de cette édition de Bénin Dabaroutou. Comme vous le savez, ce n'est pas pour la première fois que nous sommes ici et chaque année, nous avons une thématique autour de laquelle nous faisons la tournée médiatique. Et cette année, nous parlons de l'agriculture, du changement climatique et de ses impacts sur la sécurité alimentaire au Bénin. C'est vrai, on pourrait le dire, Cotonou n'est pas une ville agricole comme d'autres communes du pays, mais c'est sûr que Cotonou, tout au moins, est impacté par les effets du changement climatique. Dites-nous, comment ressentez-vous les effets du changement climatique à Cotonou? Bon, vous avez observé que je n'ai pas manqué de sourire. Oui. Le département du littoral n'est pas très agricole. Oui. Et je n'ai pas de regret à ce sujet, puisque nous avons beaucoup d'autres espaces dans notre pays. Il faut équilibrer un peu les pôles d'attraction ou de développement. Oui. Mais nous sommes voisins de communes, de départements qui abritent des exploitations agricoles. L'Atlantique n'est pas loin, oui. L'Ouémé non plus. Et à Cotonou, nous ménageons quand même quelques espaces pour les activités maraîchères. Oui. Alors, à ce sujet, je peux me réjouir de ce que nous avons mis de l'ordre, c'est-à-dire que les exploitations maraîchères ne se font plus tous azimuts, oui. Et que nous sommes en train de trouver des espaces pour permettre
à nos compatriotes qui s'adonnent à ces activités de bien pouvoir le faire dans des endroits sécurisés, appropriés et qui permettent quand même que nous ayons quelques bons résultats. Oui. Alors, qui parle d'agriculture, ou du moins on ne peut pas parler d'agriculture sans parler de pêche, fort heureusement. Oui. Nous sommes entourés de plans d'eau qui permettent de booster l'économie et donc le gros de la pêche se fait ici. Là-dessus, ça me permet de rappeler la projection que nous avons d'agrandir notre port et de construire un port de pêche ultra moderne, dont là aussi les travaux sont avancés. Oui. Donc l'agriculture est le biais qui me permet de parler de tout ça. Quant au changement climatique, évidemment, ça ne connaît... il n'y a pas de ségrégation. Voilà. Il n'y a pas de ségrégation. Sans faire d'études poussées, c'est une menace pour le monde. En raison de la déforestation qui se passe partout, ces phénomènes n'ont pas de visa. Ils s'invitent partout. Et le Bénin, bien que nous ne soyons pas un pays très avancé, industrialisé et donc polluant, a su, toujours par le réalisme du programme d'action du gouvernement, commencer à s'adapter. Je pense même que nous sommes très en avance sur ces questions parce que nous n'allons pas attendre que le péril soit là, soit avéré pour prendre les dispositions qui s'imposent. Oui. Nous en avons fait la preuve à travers la participation à beaucoup de concours sur les villes qui s'adaptent mieux au changement climatique. Oui. Cotonou n'a pas encore été première dans ces concours, mais je sais qu'il y a des villes pas loin. Je cite par exemple Boycon pour vous dire que nous suivons ce qui s'y passe et je pense bien qu'après avoir été classé comme ville plus propre et plus sûre, Cotonou fera la démonstration parce que nous faisons ce travail de ce qu'on s'est mieux adapté aux aléas ou aux risques de changement climatique, notamment à travers ce programme ambitieux et emblématique dont je vous ai parlé, le PAPC, qui est également un programme d'adaptation au changement climatique. Nous participons à beaucoup de colloques, des dispositions sont prises, il y a des réunions pour assainir l'urbanisation, moderniser et adapter. C'est-à-dire que toute la réglementation qui a été élaborée par le gouvernement implique que les différentes constructions, que l'occupation du sol, que l'urbanisation tiennent grand compte, c'est même devenu impératif, à ces différents risques ou aléas climatiques et que ces constructions soient adaptées à ce que nous voulons préserver, notre espace contre tous ces phénomènes de réchauffement, etc. etc. Donc, le département du littoral, à l'instar de tout le pays, parce que c'est une politique nationale, voire internationale, se prépare, s'est préparé et saura répondre présent à ces défis dans les années à venir. Il suffit de faire référence à toutes les réglementations et tous les efforts que nous faisons pour éviter que des zones inondables soient occupées, que les zones inondables soient remblayées, tout en préservant la liberté de circulation des plans d'eau. On revient là-dessus parce que quand on est impacté, c'est parce qu'on n'a pas forcément respecté la nature. Nous respectons la nature, nous travaillons à un retour au respect de la nature, donc plus d'urbanisation sauvage, plus d'urbanisation contre nature, mais une urbanisation calculée, correspondant au milieu dans lequel on se trouve. Ça se fait pour la mer, ça se fait pour les plans d'eau. Donc on assainit l'urbanisation, les règles d'urbanisation, les modalités d'occupation de l'espace. Comme on dit, chacun à sa place et les vaches seront bien gardées. Je crois que c'est ça le défi écologique et nous sommes pareils. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Il y a des actions, comme vous le dites, qui sont menées dans ce sens. Est-ce que vous êtes aujourd'hui en mesure de dire que les changements climatiques qui, je suppose, étaient à l'origine des inondations qu'on observait à Cotonou, à tout vent, à chaque saison pluvieuse, est-ce que tout ce que vous avez cité comme action menée a contribué à aujourd'hui réduire ces risques que nous observions? Est-ce que c'est le résultat de ces actions? Alors, évidemment, il faut nuancer les choses. Toutes les intempéries ne résultent pas de risques écologiques. De risques écologiques. Il y a des saisons. Il y a des saisons de pluie, il y a des saisons sèches. Nous savons au Bénin que nous avons 2 saisons pluvieuses
une grande et une petite. Oui. Donc chaque année, il est supposé pleuvoir. Bien sûr. Le problème, c'est que nos prédécesseurs ont toujours subi. Et l'inondation, ou les inondations qui ont été déplorées sont le fait tout simplement de ce qu'il n'y a pas de voie tracée pour faire circuler l'eau. Que les gens ont construit de manière sauvage dans des espaces qui n'étaient pas propres, qui n'étaient pas propres à être construits. Oui. Et donc forcément, on ressent douloureusement le libre cours et normal cours de ces différentes intempéries qui sont dans l'ordre des choses. Donc qu'il pleuve, ce n'est pas une catastrophe. Au contraire, s'il ne pleut pas, l'agriculture peut avoir quelques mal. Donc il doit pleuvoir. Donc c'est qu'il n'y a pas eu d'adaptation déjà à ces cycles normaux, oui. Aujourd'hui aggravés par toutes les perturbations écologiques, oui. Qui ne sont pas de notre fait nécessairement. Oui. Quand on parle de perturbations écologiques, c'est le fait de nations industrialisées ou de nations qui ont des comportements pas responsables. Oui. Si l'oxygène se raréfie, c'est parce que l'Amazonie est dévastée. Quelle est l'implication du Bénin dans la déforestation de l'Amazonie? Quelle est l'implication du Bénin dans les marées, dans les navires de fioul, de mazout qui échouent dans nos océans, oui. Qui raréfient les poissons, etc. Mais sans être impliqués directement, nous subissons nécessairement ces différents effets qui viennent donc aggraver notre impréparation à ce qui est normal. Oui. Alors, tenant compte de l'existant, c'est-à-dire il doit pleuvoir et il vaut mieux qu'il pleuve, tenant compte de l'aggravation, de l'accélération des perturbations résultant des changements climatiques, notre gouvernement a pris ses responsabilités. Je reviens à ce plan oui. Que nous avons appelé PAPC, c'est-à-dire Plan d'assainissement pluvial de Cotonou. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, si l'eau ne peut pas circuler, elle va stagner, elle va inonder. La question est amortie par l'asphaltage, qui permet déjà un écoulement plus rapide de l'eau, et par le forage de bassins de rétention. Oui. On en a construit beaucoup à Cotonou, donc de gros bassins destinés à recevoir et à recueillir les eaux pluviales qui vont traverser des tranchées qui sont tracées tout au long de quelques canaux, puisqu'on dompte la nature, on maîtrise, et puis dès qu'il pleut, eh bien, il n'y aura plus d'inondation. Tout va rentrer dans ces bassins et ça nous donne également un bassin d'eau qui pourra être traité, purifié à d'autres usages. Ah, oui. Donc c'est une rationalisation des choses, c'est-à-dire qu'au lieu de subir, nous constatons, nous anticipons et nous faisons ce qu'il faut pour maîtriser la nature. Ah, oui. Donc c'est ça qui me rend serein et qui me dit qu'avec ce programme qui a démarré, les financements sont bouclés, les travaux sont très très avancés. Oui. Et j'ai eu l'occasion l'année dernière de faire au moins 2-3 tournées pour visiter tous ces chantiers aux côtés du ministre du cadre de vie et des cadres impliqués, ministre du cadre de vie, du développement, des transports et du développement durable et de tous les cadres impliqués pour surveiller l'avancement de ces chantiers qui ont évolué à un rythme acceptable. Ah oui. Je puis vous dire que d'ici la fin de cette année, tous ces chantiers seront totalement livrés, bouclés, et que même l'année dernière, ou il y a 2 ans, nous n'avons pas souffert aussi, de ces inondations comme on en souffrait il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, et qu'on en souffrira de moins en moins, que dès l'année prochaine, je pense que cette question sera conjuguée définitivement au passé. Il en est de même pour les autres difficultés. Vous savez, on n'a pas toujours besoin de climatiser pour être à l'aise. Il suffit, dans son domicile. Exactement, de construire, suivant des normes, avec le concours de techniciens, d'experts qui nous aident à orienter nos maisons, à choisir les matériaux. Et là aussi, il y a une réglementation où on incite de plus en plus les Béninois, les candidats à la construction, à recourir à des spécialistes, à observer les prescriptions d'obtention d'un permis de construire. Vous savez, tous ces
détails qui ne sont pas négligeables, parce que j'ai coutume de dire que le diable est dans le détail. Tous ces petits détails comptent et concourent au bien-être des populations. Ah oui. Quand on les occulte, quand on les omet, on se met en difficulté. Et donc quand on respecte ces règles, eh bien, on se sent mieux. Adaptation au changement climatique, c'est aussi une exigence de propreté. Oui. L'État a donné l'exemple en mettant en place la SGDS, qui fait un travail formidable et qui nous permet d'être bien classés. Ah oui. Mais ça ne dispense pas chaque citoyen de jouer son rôle. Il y a des poubelles, il faut mettre les déchets dans les poubelles et les trier. Exactement. Oui. C'est un petit geste simple, mais qui peut soit polluer un pays, soit le rendre propre. Ah oui. Donc il faut que nous puissions observer ces choses. Il y a qu'il ne faut pas jeter les ordures dans les rues. Oui, bien sûr. Il y a tout ça. Oui. Petit geste, donc on fait un travail de sensibilisation qui peine à donner ses résultats en raison d'un incivisme séculaire, je dirais. Oui. Mais je suis persuadé qu'on y arrivera. Ces petits gestes comptent. Ces petits gestes nous mettent à l'abri de calamités, de catastrophes. C'est des réflexes éco-citoyens qui contribuent largement au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie de chacun d'entre nous. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Nous allons évoluer dans nos échanges et parler maintenant de la réforme du secteur de la décentralisation. Une réforme qui a été introduite il y a quelques années et qui, aujourd'hui, a produit certainement des résultats. Vous êtes dans le dispositif de cette réforme en tant que préfet, en tant que celui qui représente l'État, celui qui offre l'assistance conseil aux communes. J'aimerais savoir le bilan que vous faites des réformes, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire par rapport à ces réformes. Il y a eu beaucoup de révocations, il y a eu beaucoup de mésententes entre maires et secrétaires exécutifs. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui après 3-4 ans de mise en œuvre de cette réforme en termes de bilan? Loin d'être dans le dispositif, je dirais que je suis au cœur du dispositif. Voilà, absolument. Le préfet du département est le bras opérationnel de l'observation de cette réforme qui part du constat que personne ne peut contester que nos communes étaient mal gérées. En tout cas, il n'y avait pas de résultat. Dans aucune de nos villes, les élus municipaux n'ont véritablement donné satisfaction aux populations. Je crois que nous sommes unanimes là-dessus. Après 20 ans de décentralisation. Ben, évidemment, il faut toujours savoir corriger le tir, puisqu'on a fait confiance. Et l'observation de nos décideurs, de nos leaders, c'est que le fait que l'acteur chargé de la mise en œuvre d'une politique communale soit également un acteur politique qui est soumis à beaucoup de pression. Beaucoup de pression de ces populations sensibles à la préparation de son suffrage, bref, à un désir de plaire, voilà, qui peut l'éloigner des objectifs de développement qui font partie intégrante de leur mission. Donc cette réforme a pour philosophie de séparer les fonctions techniques des fonctions politiques. Débarrasser le bras opérationnel de tout ce qui peut être contrainte et contingence de nature à ralentir son travail. La deuxième observation, c'est que on peut être très populaire, on peut être un grand politicien sans forcément être un technicien capable de comprendre les mécanismes budgétaires, les besoins d'investissement. Donc, il a fallu penser à un système qui permette le recrutement de cadres apprêtés, formés et aptes à conduire ces diverses opérations. Je ne veux pas faire polémique en disant que dans beaucoup de nos villes, il y a même des élus illettrés. Bon, je ne veux pas... Il y en a beaucoup plus que ceux qui sont instruits. Absolument. Donc, mais ce n'est pas ça qui les rend nécessairement aptes à impacter, à agir. Voilà, je veux dire, nos villes, nos communes, notamment celle de Cotonou,
ne peut pas être géré comme un village. Il faut que nous soyons quand même dans des outils et des concepts modernes et qui vont très très loin. Donc, voilà le fondement de cette réforme et dont l'opérationnalisation a posé quelques problèmes parce que nous avons des acteurs nouveaux qui avaient besoin de rentrer dans cette dynamique, de s'adapter. Il y a toujours une période d'adaptation qui pose problème. Nous avons une forme de cohabitation, il faut dire les choses telles qu'elles sont, entre le maire qui se voit déchargé d'un certain nombre de ses attributs. Alors, monsieur le préfet, avant qu'on en vienne là, j'aimerais qu'on fasse un petit recul sur le processus ayant conduit à la désignation des secrétaires exécutifs. Voilà, on va expérimenter une nouvelle réforme. Oui. On décide de recruter des personnes compétentes. Oui. On les soumet à un test et en fin de compte, on fait un tirage au sort. Est-ce que vous pensez que cette technique, cette stratégie était la bonne? On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Cette question, elle vient après. Non, mais le processus, on parle du processus. Non, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que vous m'avez posé une question sur les difficultés de mise en œuvre. Oui. Et donc, je suis en train d'expliciter les motivations de cette difficulté. Oui, on a compris les motivations. Non, vous n'avez pas encore bien compris. La bonne gouvernance, la séparation des pouvoirs. Quand je vous parle de cohabitation, c'est que nous avons une personnalité qu'on décharge de fonctions pesantes. Et ce n'est pas toujours évident à vivre. Ah oui, c'est clair. Donc, il y a des difficultés de coopération. Quand on parle de cohabitation, on peut parler de coépouse ou de coépoux. Il y a des grincements de dents, il y a des difficultés à fonctionner en duo. L'objectif, c'est qu'il fonctionne en duo. Malheureusement, il a été donné d'observer dans certaines communes que c'est en duel et non en que les choses se passent. Donc forcément, ça a un impact sur les résultats attendus. Fort heureusement, nous n'avons pas connu de difficultés à Cotonou et je crois que dans la plupart des communes des départements, le travail a été fait à Cotonou, avec l'implication. Avec l'implication. Changement ne veut pas forcément dire dysfonctionnement. On va y venir. Donc l'implication de la cellule de suivi de la gestion des communes, des différents collègues qui croient en cette réforme et qui la portent, nous arrivons à taire ces petites vérités et à donner les lignes à suivre. Et je crois que les résultats sont en train de s'améliorer. Maintenant, pour revenir à votre question dont je ne veux pas relever la perfidie, parce que c'est une manière de dire que ça peut compliquer les choses. Oui. Ça a compliqué les choses. Non, ne soyons pas affirmatifs. Ce qui a compliqué les choses, c'est ce que je viens de dire. Mais vous avez parlé de tirage au sort. Ça n'a pas été un tirage à la loterie nationale du Bénin. Ça a été un tirage au sort de gens qui étaient tous déclarés aptes aux fonctions. Oui, mais pas au même niveau. Forcément, s'il y a eu un test, il y a eu des meilleurs, et des bons et des moins bons. Non, les tests ont recruté tous ceux qui ont des aptitudes. C'est ça le plus important. On n'est pas allé choisir des garagistes, on n'est pas allé choisir des menuisiers mal formés. C'est-à-dire que vous partez du principe que tous ceux qui sont dans la base de données, tous ceux qui sont rentrés dans la base de données ont la même vocation à remplir les fonctions pour lesquelles elles étaient destinées. Oui, mais dans cette même base... C'est important. Oui, dans cette même base, monsieur le préfet, dans cette même base, il y avait ceux qui avaient de l'expérience en termes de gestion des communes. Ne soyez pas sourds. Ceux-là, je ne suis pas sourd à ce que vous dites. Non, ne soyez pas sourds. J'ai compris. Parce que cette réforme a fait couler beaucoup d'encre de salive. Cette réforme a amené vraiment à bouleverser l'ordre dans les communes. Et il est important de pouvoir comprendre... C'est pour ça que je vous explique. C'est pourquoi je donne ces détails. Non, mais j'ai bien compris. J'ai lu et je comprends les analyses erronées qui ont soutenu ces polémiques. D'accord. Puisque votre question, c'était de dire tirage au sort, et je comprends. Comment voulez-vous qu'avec un tirage au sort, on choisisse les plus compétents? Merci.
Mais c'est à ça que je réponds. En vous rappelant ce que beaucoup de gens ont perdu de vue, qu'on a d'abord tiré au sort des gens qui ont une égale capacité, une égale compétence à remplir ces fonctions. C'est d'abord ça la base. On n'est pas allé chercher des bouchers, on n'est pas, à moins qu'on se soit trompé dans les tests de recrutement ou qu'on se soit trompé dans les qualifications requises, puisqu'il faut avoir un certain niveau. Bien sûr. Avant de concourir et avoir un certain niveau, avant d'être déclaré apte. Donc quand vous intégrez cette donnée, ça nuance, je sais, ça dérange les profondeurs de cette réforme. Donc, il faut savoir que la base de données est au moins présumée contenir des gens qui ont une égale capacité à remplir les fonctions pour lesquelles ils ont été appelés. Maintenant, pourquoi une sélection? Mais nous connaissons notre pays, tout est politisé. Comment vous expliquer que vous avez désiré un tel, vous l'avez nommé là, sans qu'on ne vienne y voir l'implication d'un parti politique, d'un groupe de lobby, etc. Donc c'est pour nous mettre à l'abri de ces reproches qui peuvent, ou de ces suspicions qui peuvent beaucoup peser dans l'efficience et l'efficacité du processus, que pour donner des chances moins inégales à tous les candidats, on a procédé à un tirage au sort dans des conditions d'une transparence inouïe, non contestée, avant de les mettre à l'œuvre. Bien, par la suite, écoutez, tous les médecins qui sortent de nos universités, même des plus grandes écoles, n'ont pas toujours fait leurs preuves. Bien sûr. Il s'avère que sur le terrain, etc., il y a forcément il y a des ajustements à faire, il y a une compréhension que les gens n'ont pas toujours. Et quand vous me parlez de SE qui ont été relevés, s'il était plus facile de relever les maires, il y en aurait quelques-uns aussi qui seraient partis. Donc, eux, ils arrivent dans des fonctions où ils doivent quand même intégrer cette cohabitation, intégrer toute la diplomatie qu'il faut pour ménager les susceptibilités, mais il y a d'autres qui se sont montrés radicaux, qui ne sont pas forcément rentrés dans la dynamique insufflée par cette réforme. Donc ça a créé des couacs. Il y a d'autres qui ont commencé par reproduire les schémas, c'est-à-dire que ils sont versés dans une forme d'amateurisme ou de clientélisme ou de prévarication. Quand on a choisi des techniciens pour conduire une mairie, avec des casiers judiciaires vierges, on ne peut pas s'attendre forcément à ce que dans le lot, il y ait des gens qui veuillent prendre des libertés avec les caisses. Donc, ce serait coupable de la part de nous autres autorités de laisser se poursuivre cela. Maintenant que certains en prennent parti pour critiquer cette réforme parce que leurs privilèges indus ont été rognés, c'est de bonne guerre. Nous y répondrons. Monsieur le préfet, avant de parler des résultats tangibles aujourd'hui qu'on retient de cette réforme, dites-nous, pour des cas où il y a eu des soucis de collaboration entre les maires et les secrétaires exécutifs, entre certains cadres tirés au sort qui ont été envoyés dans les communes. Le tirage au sort vous pose problème. Comment les conflits qui ont existé entre les cadres, les maires, entre les secrétaires exécutifs, comment vous êtes parvenu à les gérer? Alors, je vais dire qu'au niveau du littoral, j'ai la tutelle de ma fille unique. Ah oui, la commune de Cotonou, qui est aussi grande que l'ensemble des communes du Bénin, sans vouloir, en termes de budget, en termes de projet. Bien sûr. Et mon leitmotiv a toujours été d'être ferme avec le maire-président de la ville de Cotonou et avec le SE sur l'exigence primordiale pour Cotonou de réussir cet examen de passage. Parce que si Cotonou échoue, tout le monde risque d'échouer. Or, si Cotonou réussit, et ça ne nous a pas mal réussi jusqu'à présent, donc le contrôle de l'égalité, remettre chacun à sa place, avec les mots qu'il faut, avec la fermeté qu'il faut, avec aussi le tact et la diplomatie qu'il faut, produit des résultats.
La preuve, c'est que nous avons mis en exécution avec succès les 3 budgets auxquels j'ai eu le privilège de donner mon approbation, d'amener les acteurs qui étaient plus ou moins réticents à aller vers des projets structurants pour moi. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'annoncer aux populations de Cotonou que par notre technicité, le budget de la mairie de Cotonou va financer au moins 2 gares routières opérationnelles dans 1 an ou 2. Ah oui. Tout est déjà mis en place. Ça a été mon combat dès que je suis arrivé. C'est une belle réussite. Ça fait plusieurs milliards de francs. Ah oui. Qu'un hôtel de ville sera construit, un hôtel de ville moderne, digne du nom, sera construit, que des fourrières municipales sont en train d'être apprêtées, arrangées, et nous avons acquis les équipements nécessaires pour rendre opérationnelles ces fourrières. Par des contrats en maîtrise d'ouvrage délégués avec des structures importantes de l'État comme CIMO, CIRAT, Assise, etc. Donc, pour arriver à ce niveau de technicité et de résultats, ça veut dire qu'il y a eu du travail. C'est vrai. Je dois rendre hommage au président de la République qui est dans une logique moderne et qui nous a beaucoup appuyés dans ces différentes démarches de pragmatisme. Grâce à cette fermeté, nous avons réussi à réduire les poches de dispersion des ressources et à mobiliser des ressources propres considérables au niveau de la ville de Cotonou. N'est-ce pas beau? Qui va se doter bientôt d'une possibilité d'assurance maladie pour les employés municipaux. Bref, donc, ça évolue franchement très bien. C'est pas sans quoi que, je veux dire, des fois on se fâche, mais on arrive toujours à se comprendre, puisque je rappelle ces objectifs. Et je crois que mes collègues des autres départements ont la même implication, à ceci près que ils doivent faire face à plusieurs communes. Eux autres, contrairement à vous. Ils doivent faire face à plusieurs communes, à différentes personnalités, à différents personnages, avec des travers des uns et des autres. Donc, je conçois que des petits dysfonctionnements puissent s'observer. Mais je leur connais la même fermeté que celle qui est appliquée à Cotonou. Je leur connais la même rigueur et je pense qu'on arrive à venir à bout de ces difficultés d'ego, de ces difficultés d'approche. Ce n'est pas évident. Aucune réforme n'est facile à mettre en œuvre. Et celle-ci, elle est difficile. Aussi bien pour les acteurs nouveaux que pour les anciens, qui voient certains privilèges baisser. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase du maire de Comasset. Donnez-nous notre budget. Laissez-nous notre budget. Tout est dit et le président de la République lui a répondu. Le maire de Comasset a compris le bien fondé de cette réforme, puisque aujourd'hui c'est un maire tout heureux et qui voit sa ville se développer. Donc je crois qu'il est devenu un pro réforme. Alors, comme je dis, rien n'est parfait, tout est perfectible. Alors, rien n'est parfait, tout est perfectible. Qu'est-ce qu'on peut encore, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans cette réforme? Quels sont les points qu'on doit toucher encore? Quels sont les dysfonctionnements de cette réforme? Non, je n'ai pas dit qu'il y a forcément quelque chose à toucher. Je dis rien n'est parfait. Donc, pour vous, la réforme est parfaite? Attention, j'ai dit rien n'est parfait. Voilà. Aucune œuvre n'est parfaite. On convient alors que cette réforme n'est pas exemple. Et que tout est perfectible, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a défaut. Alors, on l'observe. Ce n'est pas en 6 mois, en 1 an, en 2 ans qu'on peut tirer les conclusions définitives d'une mise en œuvre. Attendez, il faut aller au bout de la réforme. Et quand je dis au bout, il y a des aspects importants de cette réforme qui ne sont pas encore mis en œuvre, comme par exemple étoffer les préfectures, des cadres qui sont prévus. Parce que aujourd'hui, on améliore l'environnement des communes. Il y a des cadres qui sont recrutés, qui sont formés, mais qui sont toujours suivis et notés par une tutelle qui n'avait déjà pas beaucoup de moyens, pour qui la réforme a envisagé le recrutement
d'une dizaine au moins de cadres pour pouvoir suivre et ce n'est pas encore fait. Oui. Donc il faut commencer quelque part, Oui. on y va. Malgré cela, on a des résultats. Quand on aura fait un certain nombre de temps et compter sur le gouvernement pour recueillir les points d'achoppement là où il y a quelques difficultés, on fera le point lorsque tout aura été bien mis en œuvre et on verra ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut renforcer, ce qu'il faut mettre de côté. Donc, déjà, vous, ne soyons pas pressés. qu'est-ce que vous notez de la mise en œuvre de la réforme? Qu'est-ce que vous notez à part étoffer, accompagner les préfectures en mettant à sa disposition les cadres qu'il faut pour accompagner le suivi des communes? Dans les communes même, par rapport à la réforme, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qui est encore... où est-ce qu'il reste encore à faire? Non, il y a un temps, comme je vous dis, il faut laisser le temps au temps. Il y a un temps. Non, mais on a déjà fait 2-3 ans ce n'est pas assez. De mise en œuvre. Donc, ce n'est pas. Moi, je vous donne par exemple une difficulté. Votre impatience. Attendez, vous avez posé une question, oui. Permettez-moi d'y répondre. D'accord. Je vous ai dit que nous sommes engagés et impliqués dans la mise en œuvre. Bien sûr. Si pendant que vous êtes en train de mettre en œuvre et d'agir pour que tout soit en place, que vous trouvez déjà des motifs de satisfaction, ça veut dire que vous ne mettez pas sérieusement en œuvre. Donc on fait pendant un certain temps, on applique jusqu'au bout. Et je vous ai dit qu'on n'est même pas encore allé au terme de toutes les innovations de cette réforme, puisque celui qui vous parle, qui est à la tâche tous les jours, aurait besoin de l'appui d'un conseil financier, aurait besoin de l'appui d'un conseil juridique pour renforcer le contrôle de légalité, pour renforcer la lecture des documents comptables, fiscaux et techniques. Je suis obligé de le faire. Donc il y a forcément des failles. Alors allons jusqu'au bout. Mais de ce que je vois, et on s'est impliqué, il n'y a pas encore un motif. Il n'y a pas motif à crier à l'insuccès de cette réforme, si ce n'est que ce que j'observe, c'est la difficulté à accepter la cohabitation. Donc, c'est des problèmes sociologiques plus que des problèmes techniques, parce que je ne vois pas en quoi ça peut être mauvais de vouloir que ce soit quelqu'un qui sache lire et écrire et lire des documents comptables qui dirige une mairie. Je ne vois pas en quoi ça peut être une mauvaise chose que l'on recrute des PRMP formés, outillés, qualifiés pour passer les marchés. Alors évidemment, ça pose problème lorsque celui qui les passait lui-même tout seul est toujours en place. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Monsieur le préfet, à part ces difficultés d'approche, je ne vois pas. Je comprends aisément que vous refusez de remarquer qu'il y a des points quand même d'insatisfaction et qu'on pourrait déjà à 3 ans de la mise en œuvre de la réforme. Vous me connaissez. J'aime au franc-parler. Et je dis les choses, je ne vais pas inventer des choses. Ce qui me préoccupe moi aujourd'hui, c'est que les préfectures soient étoffées. D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ça c'est une préoccupation. Une autre préoccupation, je dirais même idéologique pour le côté pratique, je ne veux pas allumer un incendie. La réforme a prévu une cellule de contrôle et de gestion. De la gestion des mairies, à qui le SE et parfois le maire rendent plus vite compte qu'à la tutelle. Bon, il y a aussi ce problème de cohabitation. Entre les deux. Mais croyez-moi, c'est quelque chose qu'il faut voir. Mais en attendant, engagé dans la réussite de la réforme, moi je ne me vois pas en train de critiquer cette cellule qui est d'une utilité et d'une promptitude et qui arrive quand même à discipliner les troupes. Si cette cellule n'avait pas été là, avec... Non, mais avec... Non, mais la préfecture, je vous ai dit, n'a pas encore tout l'arsenal prévu par la réforme. Oui, la réforme aurait pu équiper ou mettre à disposition ça de la préfecture. Ça viendra. Donc vous voulez que je trouve des points d'achoppement. Je vous en donne un pour vous montrer que je n'ai pas froid aux yeux. Pour vous dire qu'il y a ce problème. D'accord. Mais quand vous êtes honnête et engagé dans cette réforme, on ne va pas faire, on va pas faire de la coquetterie, puisque la cellule qui a été instaurée, elle peut être perçue comme un défi
à la tutelle, unique de la préfecture. Oui. Donc, si nous, on était des préfets indisciplinés, on dirait non, 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 rendez-nous notre tutelle. Non, nous, on n'a pas ce problème. Et il se trouve que cette cellule nous accompagne tous, parce qu'on réussit ensemble. Exactement. Et je me demande ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu cette cellule, parce qu'il y aurait eu beaucoup de choses qui nous auraient échappé. Donc, je veux dire que c'est un point, par exemple, qui peut inviter la réflexion et voir comment harmoniser les choses. C'est la même difficulté au niveau de nos communes. Et je vous dis qu'il y a plus de questions de coquetterie, de susceptibilité que de points d'achoppement techniques. Et donc, il faut vaincre ça. On va observer pendant 5 ou 6 ans et voir ce qu'il est susceptible d'améliorer. Mais je pense que cette réforme, telle qu'engagée, est irréversible et qu'il n'y aura plus forcément à aller vers une confusion des gens. Il faut que les acteurs se spécialisent et comprennent leur place. Parce que les fonctions politiques, elles ne sont pas moindres, elles ne sont pas négligeables. Et elles sont confiées, elles ont été préservées pour le maire qui demeure la première autorité et à qui des comptes doivent être rendus. Donc pour moi, c'est tout aussi simple. On aurait compris. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. C'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Je voudrais vous renouveler mes remerciements pour l'occasion que vous m'offrez de renouveler mes vœux de bonnes et heureuses années à mes compatriotes du littoral, de Cotonou, notre ville-département, tous les acteurs qui se sont impliqués à nos côtés et à côté pour que nous puissions passer une année paisible et traverser 2024 et aborder avec la même sérénité 2025. Je profite de votre canal pour dire bonne et heureuse année, santé, abnégation au président de la République, aux membres de son gouvernement qui ont été impliqués et qui l'ont été comme toujours, qu'ils soient en santé, leurs familles respectives, qu'ils bénéficient du soutien de nos populations, comme ils bénéficient déjà du soutien de Dieu et des mains de nos ancêtres. Je souhaite à tous les Béninois, chacun d'entre nous, une bonne, paisible et heureuse année 2025. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Mesdames et Messieurs, chers internautes, nous étions dans le littoral, nous étions dans la commune département, nous étions avec l'autorité départementale. Nous avons fait le tour d'horizon de la thématique de cette édition. Nous avons également parlé des actions qui ont été menées à Cotonou. Nous avons parlé des actions qui sont en vue. Nous avons parlé également du secteur, de la réforme du secteur de la décentralisation. Nous avons fait le bilan de cette réforme. Nous avons parlé des bienfaits de cette réforme. Nous avons également parcouru tout ce qu'il y a comme amélioration à apporter à cette réforme. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Au revoir.